Bonjour et bienvenue dans notre émission Droits des femmes. En ce jour, la problématique du rôle et de la place de la femme en société prend une importance sans précédent. Cette nouvelle ère invite les femmes à jouer un rôle plus important que celui qu'elle a toujours joué jusqu'ici. Dans cette émission, de la femme africaine, de la femme en général, en particulier. Alors, le thème choisi est les pratiques néfastes qui freinent l'épanouissement de la femme dans son milieu de vie. Je suis Blessing Kassas Lebeka, activiste sur le respect des droits et devoirs de l'enfant, ainsi que sur l'éducation de la fille et de son leadership dès le bas âge. J'invite également mes invités à se présenter. Bonjour madame. Bonjour Blessing. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Merci, c'est madame Julienne Bakafuela. Je suis magistrate et juge pour enfants au tribunal pour enfants de Kinshasa-Ngaliema. Merci madame. Bonjour monsieur. Bonjour Blessing. Pouvez-vous vous présenter? Oui, je m'appelle M. Bokako Luc Bien. Je suis berger de la communauté famille chrétienne au niveau de la communauté locale Saint-Cyprien. Merci. Ok, merci beaucoup. Voilà, nous commençons déjà notre émission. Alors, madame Julienne, quelle idée faites-vous de la femme par rapport à l'homme? Oui, la femme par rapport à l'homme, c'est le complément de l'homme, parce que déjà dès la Bible, Dieu lui-même a défini la femme, que c'était une aide. Donc, c'est la moitié de l'homme. Pour dire que l'homme n'est pas au complet, c'est avec la femme que l'homme est au complet. Donc, c'est le complément de l'homme. Merci madame. Et monsieur? Oui, effectivement, la femme est un complément de l'homme, bien sûr, mais elle est aussi celle qui accompagne l'homme dans ses affaires, dans tout ce que l'homme entreprend dans la vie. Et c'est la femme qui est sa première conseillère. Voilà. Ok, merci beaucoup. Êtes-vous d'accord de l'existence de certaines pratiques néfastes qui freinent l'épanouissement de la femme, madame Julienne? Oui. Et effectivement, dans notre société, il y a beaucoup de pratiques qui ne permettent pas à la femme de s'épanouir, parce que déjà la société, à partir de nos arrière-grands-parents, la tradition où on demande à la femme de ne pas arriver à certains postes à cause seulement de sa nature de femme. Ce sont des choses qui ne permettent pas l'épanouissement de la femme, parce qu'on doit laisser à la femme de s'ouvrir, de donner le meilleur d'elle-même. Et dans une société, ça ne peut que connaître le développement quand la femme peut s'épanouir en se donnant jusqu'à ses limites. Ok, merci beaucoup madame. Monsieur Luc? Oui, effectivement, il y a des facteurs qui freinent le développement de la femme. Je prends l'exemple au niveau du village. La tradition ou les coutumes ont fait que il y a eu des restrictions par rapport aux femmes, aux droits des femmes. Je donne l'exemple de la viande de chèvre, l'animal chèvre. On dit non, la femme ne peut pas goûter à la viande de la chèvre. La femme ne peut pas manger le crocodile. Alors, vous voyez, tous ces interdits-là bloquent la femme et la mettent dans une situation de frustration. Et au niveau de notre société moderne, mais si je peux rentrer un peu en arrière pour parler des problèmes des incisions, où la femme ne peut pas rester là où les hommes sont. Un mari qui a sa femme, lorsqu'il a un visiteur, la femme n'a pas droit d'accéder au salon. La femme doit rester à la cuisine. Vous voyez, tout ça ne favorise pas l'épanouissement de la femme. Et ainsi aussi dans la société moderne, il y a toujours des restrictions, des coutumes, des traditions. Alors, toutes ces histoires-là sont des histoires qui bloquent, qui freinent le développement ou l'épanouissement de la femme dans une société. Ok, merci beaucoup, monsieur Luc. Serez-vous d'avis que tout effort de promotion, d'émancipation et de développement de la femme devrait-il s'appuyer à la maîtrise des réalités socio-culturelles de
son milieu de base ou de sa communauté. Alors, pour cette question, nous avons pris l'intervention de Monsieur Patrick Mavinga, qui est chef de secteur et appui au développement au CEPAS. Voilà, à le large. Les efforts de promotion, d'émancipation ou de développement de la femme, je ne suis pas sûr qu'elles devraient se baser sur uniquement les réalités socioculturelles dans lesquelles elle évolue, tout simplement parce que ces réalités sont parfois contradictoires avec son développement. Par contre, on ne peut pas non plus exclure ces réalités parce qu'à ce moment-là, on essaierait de faire une promotion ou son développement en le sortant de l'environnement naturel dans lequel elle évolue. Donc je pense, à mon avis, qu'on devrait faire un dosage équilibré pour savoir quelles sont les réalités socioculturelles sur lesquelles il faut s'appuyer et quelles sont les réalités socioculturelles qu'il faut contourner parce que justement ce sont des réalités qui sont à l'encontre du développement ou de la promotion de la femme, parce qu'ils existent surtout dans nos cultures africaines. Alors, Madame Julienne, par rapport à cette question, qu'en dites-vous? Quel est votre commentaire? Oui, Blessing, je pense que pour l'émancipation, la promotion d'une femme, il faut tenir compte seulement de la méritocratie, des compétences de la femme. Parce que par rapport aux facteurs socioculturels, la société, surtout en Afrique, ne donne pas des opportunités à la femme de s'ouvrir, de s'épanouir. Mais s'il faut tenir compte de ses capacités et la placer là où elle peut, la société vraiment va connaître un développement. Parce que tenir compte de ces facteurs, c'est d'ailleurs ces facteurs qui freinent le développement, l'épanouissement de la femme. La femme n'arrive pas à bien s'ouvrir à ses données par rapport aux limites déjà de sa société, par rapport au dire déjà. Vous imaginez dans une société, quand on promet une femme comme chef, les hommes ont du mal à s'incliner devant ses ordres. Parce que déjà les hommes par nature ne peuvent avoir chef qu'un homme. Déjà la société africaine, parce que le mari est le chef depuis sa maison et il veut l'accepter jusqu'au travail. Alors ce sont ces conditions-là socioculturelles que s'il faut toujours tenir compte de ça, dans chacune de nos cultures, on ne donne pas vraiment la place première. C'est avec les luttes de plusieurs femmes, avec l'accompagnement de certains hommes aussi, qu'aujourd'hui les femmes peuvent parler et déclarer très haut que non, nous sommes marginalisés. Moi, je pense que si on tient compte seulement de la compétence de la femme, de ses savoir-faire, on la place, ça sera une bonne chose. Ok, merci. Monsieur Luc, avez-vous un avis contraire par rapport Oui, moi je pense que Madame Julienne a raison. Parce que nous avons juste décrié la pratique qui consiste à essayer de faire la sélection par rapport entre l'homme et la femme et que au niveau de la promotion, de la considération, l'accès au développement par rapport à la femme, il n'est pas toujours lié que vous puissiez connaître les facteurs socio-culturels. Tout simplement parce que par moment dans la société, il y a des freins qui sont là, il y a des facteurs qui consistent à freiner la femme. Même si elle est licenciée, parce que la société dit que la femme ne peut pas se tenir debout devant l'homme, et on dit non, cette femme ne convient pas, tout simplement parce qu'elle est femme. Vous voyez? Et les conditions culturelles, certainement, le problème de l'environnement, le problème des langues, tout ça sont des problèmes sélectifs. Or, en termes de développement, il faut essayer un peu de voir la méritocratie. Si une femme mérite, il ne faut plus voir les considérations ou les restrictions sur le plan socio-culturel. Donc, selon vous, il faut bannir les réalités socio-culturelles. Oui, les réalités, même si on ne peut pas les bannir certainement, mais il faut voir comment les sélectionner. Les facteurs qui sont à la promotion de la femme, vous les considérez, et ceux qui freinent le développement de la femme, vous les déconsidérez, vous les rejetez. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, sur 70% des femmes en RDC, seules 6,4% sont salariées.
contre 23,9% des hommes, d'après le récent rapport conjoint de la Banque mondiale par rapport à l'autonomisation économique de la femme. Alors, Monsieur Lee, quel est votre commentaire par rapport à ça? Oui, cela est vrai. Nous ne pouvons pas contredire les statistiques de la Banque mondiale, bien que nous n'avons pas fait la contre-expertise. Mais sinon, cela est probablement vrai. Vous savez, dans notre société, la femme n'est toujours pas tellement considérée. Le travail que fait la femme, ce n'est pas seulement au niveau des bureaux. Et la femme lui dit non, je manque $10 pour tresser les cheveux. Il dit non, yo, je n'ai pas d'argent. Quel est le salaire qui lui est réservé au niveau de ménage? En général, la femme a subi ce que nous appelons exécute des travaux précaires. Voilà. Précaires. Même au niveau des bonnes, ce qui nous aide les femmes de service, les dames de service, au niveau de maison, mais ces femmes sont considérées. Par moments, ils sont dans l'harcèlement, ils sont dans beaucoup de choses, beaucoup d'abus. Alors, moi, je suis d'avis par rapport à cette considération de la Banque mondiale. Ok, merci M. Luc. Alors, Madame Julienne, par rapport à ce que M. Luc vient de dire, vous connaissez certainement cette réalité. Dans notre continent africain, les femmes, c'est eux qui participent plus dans la vie active. Mais la plupart des boulots qu'ils ont, ce sont des travaux précaires, comme M. Luc l'a dit, et parfois même sans rémunération. Alors, que pensez-vous de ça? Blessing, ce que je disais avant, c'est lié à la tradition africaine où on a déjà réservé une place pour la femme. Cette place, c'est pour des types de travaux, c'est des types de comportements qu'elle doit avoir où on a tracé pour la femme, même si elle peut donner plus que ça. Parlant de conditions salariales, quand on a donné les chiffres que le système des Nations Unies a pu collecter au niveau de l'Afrique ou dans notre pays, c'est par rapport à l'accès au travail. La population féminine qui a accès à un travail pour avoir le salaire est tellement minime. Lié à quoi? Voici, c'est toujours lié à ça. La femme qui part travailler est surveillée par son mari, qui estime que tu peux travailler mais pour 3 heures. Mais les conditions de travail ne dépendent pas d'elle. Vous voyez, alors elle se sent, même si elle a ses capacités, elle préfère choisir un travail qui va la payer moins. Elle ne va pas mieux se retrouver parce qu'elle ne veut pas vraiment se donner par rapport aux conditions qui la lient. Elle est liée aux tâches ménagères, en même temps elle doit travailler. Donc c'est parce qu'aussi les femmes africaines sont préparées au mariage. Elles aiment plus leurs tâches ménagères, c'est pourquoi elles se donnent à fond par rapport aux tâches du travail. C'est pourquoi l'accès au travail, même si elle a étudié, la plupart des femmes qui ont fini l'université ne travaillent pas parce qu'elles ont choisi pour travail le ménage. Vous ne pensez pas que c'est aussi parce qu'il y a un petit nombre de femmes qui vont à la recherche d'emploi? Oui, vous avez raison. Peu de femmes vont au travail chercher de l'emploi parce que même les critères aussi d'embauche pour les femmes, ça devient déjà, on estime déjà que elles vont toujours à la maternité. Moi, j'ai travaillé dans des entreprises privées. À 8 semaines, je devrais laisser mon fils aîné pour retourner au travail. J'étais seule dans ce département, mais à mon retour, parce que je suis allée en congé de maternité, on a engagé un autre qui devrait être un chef, mais c'est moi qui devrais lui montrer du travail. Vous voyez, c'est moi parce que j'étais femme, on a attendu le moment opportun qu'elle aille en congé de maternité parce que l'entreprise estime que pour moi, ce sont des entrées qui comptent. Alors, elle doit bénéficier de congés annuels plus des congés de maternité alors que c'est un droit. Donc, c'est ainsi que les femmes préfèrent rester à la maison pour leurs tâches ménagères, pour le besoin de leurs enfants, plutôt que d'aller chercher de l'emploi. Et pourtant, c'est une compétence qui échappe pour le développement du pays, pour la société. Je connais mes amies qui sont très intelligentes, elle était toujours première. Mais jusqu'à là, elle n'a jamais travaillé. Je m'imagine, si elle était dans une société
Mais ça se voit parce que si vous faites le sondage dans des entreprises, même des établissements publics, les femmes qui occupent des postes de direction, c'est toujours moins de 20%. Ah ouais. C'est même pas 10%. Mais quels sont les critères? Est-ce que c'est la compétence? Nous disons non. C'est parce que les hommes estiment que on a mis une femme. Donc c'est comme si c'est déjà le chèque. Et pourtant, c'est prouvé dans la maison, les femmes n'échouent pas. Les femmes n'échouent pas. Si toutes les femmes pouvaient avoir accès, pas par rapport au favoritisme, mais parce que les femmes non, à celle qui est compétente, elle peut tenir, si d'abord elle tient tenir le foyer avec tout ce que l'homme ramène, le besoin de la famille, elle peut aussi travailler. Ce sont ces conditions-là qui ne permettent pas aux femmes de mieux s'épanouir. Ok, merci beaucoup. Encore un autre problème, notre réalité chez les femmes entrepreneurs qui témoigne qu'il y a certains hommes qui utilisent les profits de leurs femmes sans leur consentement. Il y a même ceux qui volent l'argent de leurs femmes pour faire leurs besoins. Et par conséquent, il n'y a pas moyen qu'elle puisse avancer dans son business et d'épargner. Alors, est-ce que vous affirmez ces témoignages? Oui, Blessing, je confirme parce que, comme je vous ai dit tantôt, j'ai travaillé dans une entreprise privée. C'était en matière de crédit où les femmes entrepreneurs venaient. Effectivement, elles déploraient. Certaines femmes même ne voulaient pas dire à leur mari qu'elle va prendre un crédit. Toujours dans ce sens-là, parce que l'homme cherchera à l'utiliser autrement. Et ça ne permet pas à la femme d'évoluer. C'est elle-même qui connaît son business, elle sait pourquoi elle épargne. Mais je pense que ces problèmes est lié à la vie de couple où les femmes, même dans le ménage, même celles qui ne vont pas trouver du travail comme contrat dans une société, qui font leurs entreprises privées comme des entrepreneurs, parce qu'il a autorisé, c'était une autorisation tacite, parce que déjà, il me trouvait travail quand j'étais chez nous, en tant que jeune fille. Donc, j'ai embrassé le monde du travail dans le souci de ramener. Et certains hommes, quand ils utilisent ça, c'est par rapport, peut-être, je ne sais pas dans quel sens, parce qu'il faudrait que le couple s'entende selon le régime, selon les priorités. Moi, je pense que je peux utiliser l'argent de mon mari dans le souci de faire avancer les mariages. Mais quand c'est pour, très souvent les hommes qui font ça, c'est pour la boisson à côté. Parce que la femme est devenue comme son chien de chasse, elle va pour chercher l'argent pour que lui aille au coin pour prendre de la bière. Alors, monsieur Luc, qu'en dites-vous? Que dites-vous de ces accusations que vous êtes là, on vous accuse d'être des voleurs? Alors, oui. Que dites-vous de ça? Oui, Blessing, cela est vrai, mais plus aussi relatif. Hein. Je dis vrai tout simplement parce que il y a de ces messieurs, de ces maris qui n'ont pas compris le sens du mariage et qui ont tendance à chosifier les femmes, à les réifier, à les déshumaniser. Donc à considérer les femmes comme si des choses qui n'ont pas de valeur. Tout ça au nom de l'amour, au nom du mariage, parce que nous avons pour le régime des communautés universelles de biens. Donc, il confond tout ce qu'il fait, oui, et cet amour-là. Dans ce contexte-là, le mariage ne devient-il pas un frein pour l'épanouissement de la femme? Certainement. Alors là, par moment, il même se permet à mettre sa main dans le sac de la femme à son absence. Vous voyez, des choses comme ça ne peuvent pas aider le foyer à mieux avancer. Ok, merci beaucoup. Mais relativement, parce qu'il y a de ces hommes quand même qui savent aussi quand même placer les femmes à leur place, qui disent non, voilà, les femmes travaillent, mais si j'ai besoin de quelque chose, je dois demander la permission, l'autorisation. Ok. Et ces hommes sont là. Merci. Merci, M. Luc. Alors, Madame Julienne, le loi numéro 15/013 du 1er août 2015 portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité en RDC, au chapitre 2, article 18, dit les droits de la femme au mariage et son plein épanouissement dans le foyer peuvent souffrir d'aucune entrave liée à la dot.
Vous pouvez expliquer cet article? En fait, cet article veut seulement dire que ce n'est pas parce qu'on a remis la dot à la famille de la femme qu'elle est partie comme esclave. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas émettre son point de vue, qu'elle ne peut pas s'épanouir, qu'elle ne peut pas s'opposer, qu'elle ne peut pas travailler. Parce que très souvent, les hommes ont confondu, parce que j'ai remis la dot, tu n'as rien à dire ici. Même pour hériter à la mort de son mari, ça devient un problème. C'est comme si la femme est venue sous forme de la dot comme un achat. Et elle-même aussi, déjà par culture, et pourtant... la dot, c'est une des conditions pour avoir la femme, mais elle a tous ses droits de s'épanouir dans le mariage, de dire non quand il faut dire non, de dire oui, rester dans le cadre de son foyer et non pas rendre le paiement de cette dot comme un achat, comme un esclave. Non. Ok, merci beaucoup. La RDC a ratifié plusieurs instruments juridiques, tant nationaux qu'internationaux, sur le respect des droits des femmes. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a toujours la persistance de ces pratiques néfastes ou de l'inégalité des sexes? Oui, ce problème est lié d'abord par rapport aux valeurs africaines, par rapport à la mentalité. Je pense que ça prendra du temps, parce que déjà là, avec le lobbying, la mobilisation des femmes, ainsi que les hommes qui accompagnent les femmes à cette lutte, on est au mois de mars, beaucoup de femmes maintenant comprennent, depuis qu'on fait des sensibilisations, qu'il y a le droit comme pour l'homme ainsi que la femme. L'égalité des droits ne doit pas être liée par rapport au sexe. Si une fille, même à l'école, mérite d'être première de la classe, dans la société, donner à chacun la place par rapport à ses droits et non par rapport au sexe. Je pense que ça viendra, mais c'est vraiment une lutte puisque la tâche n'est pas facile. Même déjà pour la femme elle-même, la plupart combattent ses droits pour dire que non, on ne peut pas être égal aux hommes. Les femmes déjà, elles pensent que c'est dans le sens de l'égalité des sexes, dans le sens de devenir homme-homme. Et pourtant, là, on parle que dans le cadre des droits d'une femme. Parce que j'ai connu une amie, elle est dans une société de la place où seuls les hommes ont le droit avec leurs enfants d'aller aux soins médicaux. Mais elle, son mari a connu un accident grave. On a dit non, c'est ton mari. Vous voyez, et pourtant elle travaille, elle avait même un poste élevé par rapport à certains hommes. C'est moi parce qu'elle est femme. Et pourtant elle devrait avoir aussi droit aux soins de santé pour elle ainsi que sa famille. Pourquoi cette discrimination? Mais ça vient parce qu'elle a vraiment lutté et la situation a été décantée. Oui, les sanctions sont appliquées pour celles qui vont jusqu'au bout. Je vous assure que pour dénoncer, deux fois on dénonce, mais les femmes relâchent parce que les procédures sont aussi longues et fatigantes, bien les sanctions, mais pour celles qui tiennent, elles en obtiennent vraiment. Elles en obtiennent, mais jusqu'à là, le pourcentage est vraiment minime. Et minime parce que les femmes d'abord ne dénoncent pas aussi, et même les pourcentages là de celles qui dénoncent, d'autres abandonnent. Et vous ne pensez pas parce que il y a peut-être que c'est parce qu'on les harcèle ou on leur empêche de dénoncer ou de continuer? Oui, il y a parmi ça aussi des menaces. Vous voyez, une femme déjà de nature est fragile. Quand elle est en face de quelqu'un qu'elle doit porter plainte, pour qui il y a des sanctions, et des fois, elles finissent par des arrangements à l'amiable, parce que elle veut seulement être calme. Et surtout aussi parce qu'elle n'a pas le soutien de la communauté. On veut dire, surtout si c'est son propre mari. Beaucoup de femmes meurent ont des problèmes graves de santé parce qu'elle se replie en elle-même de peur que la culture africaine, on ne peut pas dénoncer certains faits. Et pourtant, ce sont des droits dans les traités internationaux ratifiés par notre pays. Raison pour laquelle on ne peut pas voir vraiment des sanctions palpables. Elles sont vraiment minimes jusqu'à là au pays. Alors, Madame Julienne, en dehors des limites de l'emploi chez les femmes et des faibles applications des lois par l'État, il y a encore une autre pratique qui est liée à la scolarisation des filles.
Aujourd'hui, en RDC, certes, il y a 78% des filles qui sont scolarisées, mais c'est un bon progrès. Mais il y a encore 7 millions qui ne sont pas scolarisées suite à certaines réalités culturelles, religieuses, la pauvreté des parents et autres. Alors cette réalité ne freine pas ne complique pas la lutte par rapport à l'épanouissement de la femme. Oui, effectivement, parce que déjà, il y a beaucoup de femmes douées, intelligentes, mais qui n'ont pas eu accès à l'école. Malgré la gratuité de l'enseignement Blessing, je vais vous dire, dans mon quartier, il y a toute une famille qui n'est jamais partie à l'école. La première fois qu'on a donné la gratuité de l'enseignement, il y a eu 5 enfants qui devaient entrer tous en première primaire. 13 ans, 10 ans, 11 ans. La dernière avait 8 ans. Tous en première primaire. Il y avait 3 filles dedans. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a qu'une fille qui continue et 2 garçons. Parce qu'il y a des facteurs. Il y a des facteurs, par exemple, de la pauvreté. La pauvreté, quand il faut favoriser l'achat des cahiers, le père préfère plus le garçon parce qu'il estime que la fille va finir par la cuisine. Même des intellectuels, on donne plus de moyens, on se donne plus par rapport aux garçons que les filles. Donc déjà, ces problèmes de l'épanouissement de la jeune fille et au niveau même de nos familles. Au niveau même de nos familles, où on estime que la valeur, elle finira par être dans un mariage, mais l'homme doit aller chercher pour sa famille. C'est ainsi qu'on l'encourage à aller à l'école. Alors, M. Luc, par rapport à cela, qu'en dites-vous? Oui, tel que Madame Julienne l'a dit, il y a un problème, effectivement, dans beaucoup de familles. Avec notre président actuel, il a essayé de libéraliser un peu le secteur de l'enseignement, c'est-à-dire la gratuité. Mais quand cela ne tienne, mais il y a toujours une marge qui reste. Donc il y a toujours ces enfants-là qui ne sont pas toujours scolarisés. Auquel cas, peut-être les parents, le papa n'a même pas le moyen de lui acheter l'uniforme. Si on a essayer d'exempter les enfants aux frais scolaires, mais pas l'uniforme, tout ça. Et ça doit venir des parents. Mais ces parents qui ont un pouvoir d'achat nul, presque nul, et il faudrait attendre peut-être avoir des moyens pour procréer. Malheureusement, pour ces parents-là, ils ont des enfants avant d'avoir les moyens financiers et conséquence, ces enfants restent à la maison. Et il y a aussi le problème d'enclavement dans notre pays, parce qu'ici nous voyons le Kinshasa comme le miroir du pays, mais aller au Congo profond, il y a ces endroits-là où il n'y a même pas de route. Par moment, aujourd'hui, il y a des villages enclavés, il n'y a même pas de route. Et un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, quitter ses parents, quitter les parents, ses parents et aller à l'école à combien de kilomètres? Par exemple, 8 kilomètres? Impossible. Et ces enfants sont liés. Ils sont condamnés à rester à la maison. À l'âge de 10 ans, quelquefois vous verrez à peine l'enfant commence à faire l'école primaire. Okay. Ça a des conséquences, c'est-à-dire il faut aussi les désenclaver et voir comment promouvoir le pouvoir d'achat au niveau de notre pays pour essayer de donner aussi du travail à tout le monde. Alors, Monsieur Luc, l'État congolais garantit l'accès aux femmes à la nouvelle technologie, mais il y a certains parents qui refusent que leurs enfants ou filles puissent accéder à cette nouvelle technologie, donc nous citons des smartphones, réseaux sociaux et autres. Est-ce que c'est pas pratique qui freine le l'épanouissement de la fille? Moi, je crois que quelque part, nos enfants qui sont des filles aussi, on abuse par moment. Avoir un téléphone, smartphone, iPhone, c'est bon. C'est pour la technologie, vous l'avez vu, nouvelle technologie d'information. Mais par moment, si vous regardez, vous suivez de près, dans une chambre, l'enfant est enfermé là-bas, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de documenter
de faire des applications des connaissances, des développements. Non. Elle est dans d'autres choses. D'autres choses qui brouillent sa connaissance. Vous voyez? Et des enfants qui sont, des parents qui sont au moins plus orthodoxes, se disent non, avant l'âge de 16 ans, avant l'âge de 18 ans, mon enfant ne peut pas toucher à un smartphone. Vous comprenez? Okay. C'est ça le problème. Mais sinon, en soi, la nouvelle technologie est la bienvenue chez toutes les femmes. Alors, M. Lick, vous merci beaucoup. Votre contribution et mot de la fin à cette émission. Merci, ma fille. Je crois le sujet a été bien adapté. Je crois que ça va donner beaucoup de leçons à plusieurs parents que nous sommes, surtout aussi aux enfants. Les facteurs qui contribuent plus aux freins pour le développement des enfants, c'est nous les hommes qui les constituons et les appliquons. Tout ce que je peux demander seulement à nous les parents, que nous puissions être un peu plus souples, essayer de nous dépasser. Donc, quitter les clivages que nous appelons ethniques, tribales, culturels, des sociétés, pour dire que non, chez nous, les femmes ne mangent pas au salon. Non. Il faut que nous, les parents, nous puissions nous dépasser d'abord. Nous puissions nous dépasser, laisser les histoires interculturelles, communautaires qui constituent au frein de développement des enfants. Faisons aussi confiance à nos enfants. Parce que la femme de demain, c'est la fille d'aujourd'hui. Alors, faisons confiance à ces enfants. Si nous allons faire confiance et nous allons leur laisser aussi l'opportunité de s'épanouir et d'évoluer sans beaucoup de problèmes. Alors, Madame Julienne, quelle est votre réaction par rapport à cette question et vous pouvez directement donner votre mot de la fin? Blessing, à cette question, je pense que la nouvelle technologie s'impose déjà pour le développement de la société. Je pense que ces problèmes doivent être cadrés avec les enfants parce que c'est l'excès qui devient un abus. Il y a des enfants, de filles qui sont douées. J'ai ma fille qui a 3 ans déjà, même quand vous la tressez, elle entrait directement au 13 à partir de son téléphone. Quand un bébé pleurait à côté, on voyait sur sa tablette des bébés qui pleuraient. On n'arrivait pas à comprendre comment elle faisait ses recherches. Mais le problème est qu'elle en abusait au point qu'elle ne voulait plus interagir avec les autres. Elle voulait passer tout le temps avec les téléphones. C'est ça le mal. S'il faut que le parent cadre, c'est dans les cadres de recherche, il y a des temps bien définis. On peut laisser l'accès à la technologie parce que les femmes ont beaucoup de choses à donner. J'ai une amie du lycée qui travaille à la radiotransmission de notre chaîne nationale. Donc, elle est là parmi les hommes parce qu'elle a aimé la technologie. Elle a aimé la technologie. Je pense que si seulement le problème est cadré par rapport au timing qui est derrière ça, on pourra donner de bons résultats. Les filles pourront donner les meilleurs d'elles-mêmes parce qu'il y en a parmi nos filles des douées en cette matière. En ce qui concerne le mot de la fin, je dirais que l'on laisse les femmes avoir accès à tout le domaine de la vie. Que les femmes se donnent elles-mêmes aussi. Le problème est que les femmes attendent, même pour une nomination, que l'homme fasse pour elles. Si les femmes s'élèvent avec la compétence, elles estiment que je peux faire, même la jeune fille, n'attendez pas de devenir femme d'abord pour devenir. Ayez déjà des ambitions, que moi je vais devenir telle. Moi quand j'étais jeune, je voulais devenir journaliste. Malheureusement, partout où j'étais, il n'y avait pas l'option littéraire. Mais je fais le droit, je suis devenue, parce que j'avais 2 options ou 3 options. Et j'ai aimé. Il faut que les filles rêvent. Il faudrait que les femmes rêvent. Même quand elle sera dans son ménage, dans son mariage, mais elle peut faire beaucoup de choses. Il y a des femmes qui sont dans leur ménage, mais qui font beaucoup de choses. Et de sacs qui font beaucoup de choses. Donc je pense que l'État peut aider les femmes. Le mari, cher papa. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Retenons qu'on ne peut pas se développer dans la pauvreté. La femme d'aujourd'hui, elle est pauvre. Et aussi longtemps qu'elle le sera, elle ne pourrait pas se développer.
Merci beaucoup à nos invités pour votre disponibilité en dépit de vos multiples occupations. Et merci beaucoup à l'équipe technique et à vous pour nous avoir regardé. Bye bye et à la prochaine.